Alors bonjour à toutes et tous, bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont aussi en ligne et merci d'être là. Donc on a la joie de recevoir Louise Eliafi. Alors je vais vous Bonjour. présenter rapidement et puis on va opter pour questions-réponses, ce qui va permettre de rentrer vraiment dans le fond de votre livre. Donc vous êtes avocate franco-libanaise, vous collaborez assez régulièrement à l'hebdomadaire Marianne. Tout à fait. Et vous avez également publié auparavant Lettres à ma génération, la jeunesse face aux extrêmes. Et donc là, aujourd'hui, on vous reçoit autour du livre donc La femme est un islamiste comme les autres. Donc un livre qui est assez dense, assez riche. Et on va voir un petit peu tous les éléments clés. Alors, autour de ce livre, on laissera évidemment un petit temps à la fin pour les questions avec la salle et également celles et ceux qui sont en ligne. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire ce sujet? Alors, double question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce sujet et pourquoi un tel titre? Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire ce livre? En fait, ce livre, c'est la réunion de mes deux sujets de prédilection. C'est à la fois les femmes, à la fois tout ce qui touche à la radicalité, notamment religieuse. Et forcément, je me suis à un moment posé la question de comment cette radicalité religieuse peut avoir un impact, comment est-ce qu'elle a très souvent même un impact sur le quotidien de certaines femmes. Et parce que j'aime bien les sujets qui sont moyennement étudiés ou moyennement connus ou qui sont surtout entourés de beaucoup de préconçus, mais je crois que c'est votre cas aussi, il y avait cette question que j'avais un peu de « mais est-ce que la femme n'est pas tout autant capable de l'homme de radicalité religieuse de façon autonome ?» C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne fait que subir cette radicalité religieuse, en l'occurrence là islamiste, mais pas que, ou est-ce qu'elle peut la faire subir elle-même comme un homme? Et donc ce titre, qui effectivement peut paraître provoquant, en réalité je l'ai pas du tout choisi par provocation, c'était pas du tout ça, c'est juste que c'est l'angle effectivement, et c'est surtout le résultat de mes recherches, qui est que la femme, depuis beaucoup d'années, notamment sur ce sujet de la radicalité islamiste, a été beaucoup vue comme simple objet et non pas comme sujet de sa propre radicalité. C'est-à-dire que on a, par biais misogyne selon moi, pendant des années occulté le fait que ces femmes pouvaient tout à fait être autonomes, pouvaient avoir fait un choix, rationnel ou pas, ça c'est un peu la conviction de chacun, mais en tout cas un choix d'aller vers cette radicalité, de considérer que cette radicalité allait dans leur intérêt, peu importe si ceci est fondé ou pas, et tout cela en égalité avec les hommes. Alors je ne suis pas en train de dire que l'islamisme promeut l'égalité entre les sexes, on le saurait si c'était le cas, mais en revanche, il y a une véritable égalité des sexes face à la radicalisation, notamment dans ces méthodes. Et moi, j'ai vu beaucoup plus de points communs entre les hommes et les femmes dans ce processus de radicalisation que de différences, même s'il en existe bien sûr. Vous êtes appuyé sur des auteurs, au nombre desquels on compte Fatema Mernissi, évidemment très connue pour tous ses travaux justement sur l'islam, la place de la femme, David Thompson aussi, qui a travaillé sur les revenants et les revenantes, Romain XVI, Zaina Al-Tibi, Hugo Micheron. Vous faites beaucoup référence aussi à l'anthropologue Florence Bergeau-Blacker, mais également vous avez aussi mené des entretiens plus ou moins informels, alors avec des chercheurs, notamment un doctorant en sociologie linguistique, une journaliste belge, Hind Frehi, Ali Goul aussi, qui donc lui travaille il est chef de pôle prévention de la radicalisation de l'association Itinéraire, qui se trouve notamment dans le quartier de l'Île Sud, un juge d'instruction du pôle antiterroriste, plus aussi, et ça à plusieurs reprises vous faites référence à ça, vous êtes inscrite sur différents réseaux sociaux pour rentrer en communication, évidemment en prenant une autre identité. Alors, qu'est-ce que cette variété finalement de sources vous a permis d'appréhender sur un sujet qui est quand même assez vaste? Déjà, ce livre ne devait pas tout à fait prendre cette forme-là au départ, c'est que j'avais pensé à ce sujet, ça faisait quelques années que je l'avais un peu en tête, mais je m'attendais pas à
à ce que ce soit une véritable enquête. C'est-à-dire qu'au départ, c'était bon, bah, je vais faire un petit essai pour dénoncer un sujet qui pour moi est très invisibilisé, puis bon, bah, ça va me prendre un an. Ce qui était en fait extrêmement arrogant de ma part, parce que quand je me mets dans ce sujet, je me rends compte qu'en fait, j'ouvre une porte, il y en a 3 autres, 4 autres, 10 autres qui s'ouvrent à chaque fois, et que en fait, il y a énormément de choses, soit dont on n'a pas pris conscience, soit dont quelques personnes ont pris conscience à un moment, mais en fait, ça n'a pas été tellement concrétisé ensuite, ou en tout cas, ça n'a pas été rendu très visible. Et finalement, ce livre a été, ça a été un travail finalement de, non pas de 1 an, mais presque de 3, qui a consisté à aller parler à peu près toutes les personnes possibles et inimaginables qui avaient travaillé un moment sur le sujet. Je précise qu'il y a certaines de ces personnes avec qui je ne suis pas forcément d'accord, mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que en allant sur cette variété de sources, je parlerai des réseaux sociaux un peu après, que ça c'est quelque chose qui est un peu spécifique, mais toutes ces variétés de sources, d'auteurs, de chercheurs, de juges, de psychiatres, psychologues, avocats, juges, dans le pénitentiaire également, ça a été un peu compliqué, mais j'ai rencontré difficilement un certain nombre de personnes. Toutes ces personnes, à la fin, peu importe leurs idées de départ, alors il y en a beaucoup qui sont juste très objectives, il y en a certaines qui le sont un peu moins. Par exemple, on pourrait dire que Florence Berger-Blacker, elle n'a pas tout à fait le même avis qu'un certain nombre d'autres personnes. Et voilà, bon. Moi, je suis partie du principe que j'allais lire tout le monde, essayer de rencontrer tout le monde. Alors, tout le monde ne m'a pas reçu, mais la plupart des personnes ont accepté de me parler. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans cette variété de sources, à la fin, les gens étaient en réalité très d'accord sur la conclusion, qui est que, encore une fois, la femme n'est pas tellement objet, mais sujet de sa propre radicalité. Et les réseaux sociaux n'ont fait que conforter tout ce que ces personnes me disaient, qui elles-mêmes d'ailleurs se confortaient les unes avec les autres. C'est-à-dire que le psychologue confortait ce que le juge m'avait dit, qui lui-même confortait ce que l'avocat m'avait dit, alors qu'un avocat et un juge, je vous le dis d'expérience, c'est pas toujours très d'accord. Et à la fin, donc les réseaux sociaux, ce qui, je pense, a été le plus intéressant et le plus inattendu pour moi, parce qu'encore une fois, je ne m'attendais pas à ce que tout ceci prenne la forme d'une enquête un peu concrète, terrain entre guillemets. Ce qui a fait qu'à un moment, je suis allée sur les réseaux sociaux, c'est surtout mon impossibilité à rencontrer les revenantes. Pourquoi ? Parce que je rencontre justement un juge d'instruction, je harcèle le parquet pendant des mois et des mois qui ne me répond pas, parce que il y a Hugo Micheron effectivement qui est passé par là, qui certes a fait du plutôt bon boulot, mais qui a fait aussi qu'à un moment, les juges et notamment l'administration pénitentiaire s'est dit mais en fait on va arrêter de faire se rencontrer tout le monde avec ces personnes qui déjà sont des êtres humains et pas forcément que des sujets de recherche aussi, mais qui en plus se servaient, et ça en l'occurrence c'est ce juge d'instruction qui me l'a appris, ils se sont rendus compte quand ces femmes revenaient, ils ont ouvert un peu les prisons à des chercheurs, des journalistes pour venir un peu interroger ces femmes. Et en fait, ils ont tout arrêté au bout de quelques mois. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que ces femmes, en tout cas pour certaines, se servaient de ces interviews, de ces entretiens pour lisser et pour s'entraîner à répondre derrière au juge d'instruction. Donc, sur des interrogatoires qui, eux, allaient être au fondement de leur prochain jugement. Donc c'était pas rien comme impact, et ils ont décidé de tout fermer. Et donc, moi, quand il m'a rencontré, il m'a beaucoup aidé dans mes recherches, mais il m'a dit, je vous préviens, vous ne les rencontrerez jamais. Il n'y a plus d'autorisation, c'est absolument pas possible. Soit vous devenez l'avocate de l'une d'entre elles, ça n'est pas le cas, soit vous allez devoir vous débrouiller autrement. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour parler à des femmes radicalisées, en sachant que les femmes, sous le joug du secret de l'instruction, j'allais pas pouvoir leur parler. Mais en fait, je suis allée voir ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ça a été à la fois, je pense que c'était un peu prévisible, à la fois j'étais quand même extrêmement surprise de ce que j'y ai vu, parce que je ne m'attendais pas à ce que il y ait un tel, il y ait une telle, en fait, si je vais plutôt partir de la méthode que j'ai utilisée sur les réseaux sociaux, qui en fait est assez simple. Je me suis créé un pseudo. J'ai en fait pris une identité qui pourrait être un peu la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire l'identité d'une jeune femme qui est française d'origine immigrée, ça aurait pu ne pas être le cas par ailleurs, et j'ai pris un profil qui a beaucoup dans les femmes, chez les femmes et chez les hommes aussi d'ailleurs qui se radicalisent, c'est ce qu'on appelle un peu les newborn, les reborn, pardon. C'est des personnes qui viennent d'une famille musulmane, vous avez ça aussi dans les autres religions,
c'est une jeune femme, pardon, qui va venir d'une famille au départ musulmane, mais qui ne l'a pas spécialement éduquée dans la religion. Et il y a une forme de retour aux sources de cette troisième génération. Bon, il n'y a pas que ça dans le processus de radicalisation, mais c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et bon, j'ai décidé de prendre ce profil-là. Et surtout, pourquoi est-ce que ce profil-là est important? Celui-ci, comme celui de quelqu'un qui se convertit véritablement, c'est que plus vous allez demander à un musulman, une musulmane de vous aider à vous rapprocher de Dieu, plus cette personne, notamment dans une vision radicale de l'islam, considère qu'elle pourra aller au paradis, parce que ça vous donne des points en fait d'éduquer la personne à l'islam et éventuellement de la convertir. Donc moi j'ai pris un peu ce rôle-là. En réalité, j'ai pas eu à beaucoup être active, tout simplement parce que rien qu'en observant, j'aurais pu écrire un bouquin, sans exagérer, seulement sur ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que je crée un compte, ça veut dire, notamment sur Facebook, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon algorithme est vierge. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste rentré, et c'est ça qui est très inquiétant selon moi, c'est que j'ai uniquement rentré des notions islamiques, non pas islamistes, islamiques. Ça peut être une expression femme musulmane dans la Haute-Garonne, ça peut être halal, ça peut être des notions vraiment très classiques en réalité qui ne sont pas forcément radicales. Et ce qui est incroyable et très inquiétant, c'est que seulement en cherchant ces notions-là sur Facebook, on m'amenait immédiatement sur des groupes qui, pour la plupart, n'étaient pas seulement musulmans islamiques, étaient islamistes. C'est-à-dire d'obédience, on y reviendra, fréristes, salafistes, djihadistes. Djihadistes un peu moins parce que c'est plus confidentiel, mais il n'empêche que j'y ai eu accès. Et cette facilité avec laquelle on a accès à ce type de contenu, qui est parfois extrêmement violent, ça, effectivement, c'était une surprise. Parce que je me suis dit, mais en fait, on dirait que rien n'a été fait, que c'est même pire qu'avant. Et je conclurai juste là-dessus, mais en 3 ans d'enquête, à la fin, entre ma première recherche sur les réseaux sociaux et ma dernière, c'est-à-dire cet été, donc l'été dernier, quand j'ai fait ma dernière relecture, où j'ai voulu actualiser un peu mes chiffres et notamment le nombre d'abonnés, tous mes nombres d'abonnés sur TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, tout avait augmenté. Donc, et sans exagérer, ça n'avait pas augmenté de 2-3 personnes, ça avait augmenté de 1000, 2000, 3000. Donc ça veut dire que ces dernières années, alors même que on commence à avoir, ce phénomène commence à être très ancien, tout continue d'augmenter, alors même qu'on nous explique que les autorités surveillent. Alors peut-être qu'elles surveillent, je ne sais pas dans quelle mesure elles sanctionnent, c'est pas toujours simple par ailleurs de sanctionner, mais moi j'ai vu du contenu extrêmement dangereux et en libre accès, notamment pour des très jeunes, sur des réseaux sociaux très accessibles. C'est sûr que c'est pas avec les déclarations d'Elon Musk ou du patron de Facebook que les choses vont s'arranger. Alors, justement, je reviens au livre. Dans l'introduction, vous dites qu'il faut effectivement revenir sur ce qu'on appelle l'islamisme. Et ensuite, vous concentrez sur 3 formes d'islamisme. Alors déjà, si on devait définir ce qu'est l'islamisme. La définition de l'islamisme, ça a été un grand casse-tête pour moi, parce que contrairement à d'autres personnes, j'ai essayé de le définir, parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent sur le sujet sans définir leur sujet, justement. Et là où c'est très compliqué de le définir, c'est que en fait, la notion d'islamisme est une notion purement occidentale au départ. C'est pas du tout quelque chose qui est connu dans le monde musulman. Il n'y a pas d'équivalent en langue arabe de l'islamisme. Il y a l'islam, il y a diverses pratiques de l'islam. Certaines sont libérales, certaines sont plus rigoristes. L'islamisme en tant que tel n'existe pas. En tout cas, dans le monde, dans le monde musulman. Donc, comment est-ce qu'on décrit, nous, avec une vision occidentale, ce qu'est l'islamisme pour nous? Moi, j'ai considéré, en justement étudiant ces 3 mouvances-là, donc frérisme, salafisme et djihadisme, que l'islamisme pour moi, en tout cas la vision de ces 3 mouvances de l'islam, est une vision totalitaire de l'islam. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'individu doit mener son quotidien de façon parfaitement et totalement respectueuse des prescriptions de la charia. Alors, peu importe les interprétations, il y en a certaines qui diffèrent des autres, mais pour moi, là est la différence entre islamisme et islam. Alors, je n'oppose pas complètement les deux, parce que je considère que une radicalité religieuse provient toujours d'une religion. C'est le cas pour l'islam, c'est le cas pour le judaïsme, c'est le cas pour le christianisme. On ne peut pas complètement les opposer. En revanche, de dire que les deux sont exactement la même chose, ça n'a aucun sens non plus.
Parce que l'islamisme est une vision radicale de l'islam qui interdit à l'individu de voir sa vie, en tout cas de voir certains pans de sa vie autrement qu'à travers les prescriptions de la charia. Ça a quoi comme conclusion? Ça veut dire qu'un individu ne peut pas, un individu sous le joug de cette idéologie islamiste, peu importe les mouvances, n'a pas le droit d'adapter son quotidien à une société qui ne serait pas islamiste. Et c'est en cela que moi, je trouve que l'islamisme est un totalitarisme de l'islam en réalité. Ce sont des lectures de toute façon. Tout à fait. Là aussi, ce sont des interprétations, Bien sûr. c'est-à-dire qu'on va avoir ça dans toutes les religions. Exactement. Le principe même des religions, c'est qu'on a autant de lectures. Et on a ça aussi, par exemple, je garde 30 secondes, on quitte l'islam. Aux États-Unis, dans certains courants évangélistes, et avec une lecture de Bush notamment, par exemple, voyait en Saddam Hussein l'antéchrist. Donc, vous vous appuyez effectivement sur donc le frérisme, le salafisme quiétiste, parce qu'il y a plusieurs degrés, et donc le djihadisme, en fait, qu'on devrait appeler le takfirisme, dont Sayed Qutb est à l'origine. Alors, est-ce qu'il y a des différences notables dans les narratifs respectifs de ces trois formes d'islamisme et des différences aussi dans les méthodologies? Alors, en l'occurrence, l'objectif pour moi de toutes ces mouvances est le même, c'est d'islamiser à un moment la société. En revanche, effectivement, les méthodes sont assez différentes, les narratifs sont très différents. Et ça, c'est quelque chose que j'ai justement beaucoup vu sur les réseaux sociaux, mais j'y reviendrai. La méthodologie n'est pas la même pour justement islamiser cette société. Alors, je parle d'islamiser la société dans une société qui n'est pas islamique, typiquement la France, en tout cas qui n'est pas islamique au départ. Le frérisme, en l'occurrence, ça va être qui est donc né en Égypte dans les années 1920. Le frérisme, c'est un objectif de conquête du pouvoir via les institutions. Donc on est sur un islamisme qui est très politique. Alors l'islamisme est souvent politique. Le frérisme est probablement l'islamisme le plus politique qui soit. C'est une conquête via les institutions et c'est aussi pour ça qu'il prospère assez facilement dans un pays comme la France, parce qu'ils vont exactement savoir comment user de tous les moyens légaux que nous avons à disposition dans une démocratie, la liberté d'expression, la liberté de culte, la laïcité, alors même que ils ont tendance à pas forcément aimer ces notions au départ, mais ils peuvent parfaitement s'en emparer de façon à notamment reconnaître une certaine identité musulmane. Je mets ça entre guillemets, et c'est pour ça que le frérisme est très autour de la lutte contre l'islamophobie, par exemple, qui est une lutte par ailleurs qui n'est pas illégitime, mais qui peut se faire instrumentaliser par ce type d'organisation. Parce qu'on va être procédurier, on va utiliser le droit, on va utiliser les droits, les libertés, etc. pour arriver à ses fins. Le salafisme, alors effectivement, moi je me suis intéressée au salafisme quiétiste. Le salafisme, au départ, c'est ce qu'on appelle les salafs, en fait, c'est les premiers musulmans. C'est le courant le plus littéraliste de l'islam. C'est vraiment ceux qui vont vouloir faire, entre guillemets, un retour aux sources, un retour à l'islam originel, et qui vont essayer de vivre à la mode du prophète. C'est ça les salafs. En l'occurrence, quand on parle de salafisme quiétiste, ce sont des salafistes qui ne vont pas prôner la violence, qui vont même d'ailleurs être contre la violence. La raison pour laquelle je me suis intéressée à ces quiétistes, c'est que malgré leur rejet de la violence, donc c'est des gens qui d'ailleurs ont tendance à condamner les attentats, par exemple, ce qui n'est effectivement pas une mauvaise chose, mais ils vont quand même être séparatistes dans leur fort intérieur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont véritablement faire la distinction très stricte entre ce qu'on appelle les mécréants et ce qu'on appelle les fidèles. Donc on est quand même face à des personnes qui sont certes non violentes physiquement, mais qui sont quand même violentes idéologiquement et qui sont quand même dans une forme de rejet et dans une radicalité qui rejette l'autre. Et ensuite, ce que je voulais dire sur les quiétistes, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est on n'a pas encore, il y a énormément de gens, notamment parmi les autorités, parmi que ce soit les juges, les policiers, etc., qui pendant très longtemps, de politiques aussi, dans des localités, qui n'ont pas fait attention à ces gens-là, parce qu'ils se disaient, bon, c'est des religieux, mais bon, ils tuent pas d'autres personnes. Alors, c'est très bien de ne pas tuer d'autres personnes,
Le fait est qu'ils ont beaucoup idéologisé les esprits et qu'on sait aujourd'hui que ce salafisme même quiétiste a été au fondement de la radicalisation de certains djihadistes, donc en l'occurrence des personnes violentes. Je reviendrai juste après. Donc, et d'ailleurs, on parle très souvent de salafo-djihadistes ou de djihado-salafistes. Donc, il y a quand même un passage entre les deux qui est tout à fait possible. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'il y ait violence armée et physique, il faut bien qu'il y ait violence idéologique. En tout cas, c'est le cas dans l'islamisme. J'en viens au djihadisme. Effectivement, on peut parler de takfirisme. Et c'est très important d'ailleurs chez les femmes parce que pour moi, c'est vraiment ce qui les égalise entre guillemets avec les hommes dans ce djihadisme. Le djihadisme, tel qu'on le connaît, il est apparu notamment en Afghanistan dans les années 80. Il est arrivé chez nous à peu près au même moment en réalité. Et là, en l'occurrence, donc pareil, on est dans un séparatisme entre les koufars, les non-koufars, donc entre les mécréants, les fidèles. En revanche, on est sur un combat pour islamiser la société qui est violent physiquement. Donc c'est vraiment le djihad par l'épée. On va appeler ça comme ça. Et je voulais dire quelque chose d'autre sur les djihadistes, mais j'ai oublié. Oui, le takfir. Les djihadistes sont de grands adeptes du takfir. Le takfir, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, pour résumer, celui qui takfirise, entre guillemets, excusez-moi pour cette invention de mots, c'est celui qui a le droit de nommer, qui s'octroie le droit de nommer celui qui est musulman et celui qui ne l'est pas. Or, dans le djihadisme, ça prend toute son importance. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où je nomme celui qui n'est pas musulman, eh bien, je m'octroie le droit de le tuer ou en tout cas de le faire tuer. Takfiriser quelqu'un dans le djihadisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quelque part mettre une cible dans le dos de quelqu'un. Pourquoi est-ce que je disais que c'était important du côté des femmes ? Parce que les femmes, alors même que... Alors, il y a beaucoup d'ambiguïté sur cette interdiction, mais idéologiquement, normalement, la femme musulmane n'a pas le droit de combattre avec l'épée selon les textes. Il y a un certain nombre d'interprétations là-dessus. Daesh eux-mêmes ont été très ambigus sur le sujet, mais la femme, normalement, n'a pas besoin de combattre. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui est quand même assez inquiétant, mais assez inattendu, c'est qu'un grand nombre de femmes djihadistes s'octroient le droit, comme les hommes, de takfiriser, c'est-à-dire de nommer quelqu'un comme étant musulman ou pas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une forme d'égalité dans la violence, c'est que la femme s'octroie autant que l'homme le droit de tuer quelqu'un ou de faire tuer quelqu'un. Alors, rappelez quand même, bien évidemment, que c'est d'abord dans les pays musulmans et les premières cibles sont les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au départ, ça ne vise pas l'Occident, ça ne vise pas, donc ça, c'est né. Et donc, pour revenir sur le djihadisme, le terme lui-même, en fait, par Saïd Qutb, a été totalement détourné parce qu'à la base, ça ne signifie pas ça. Et c'est vrai que c'est important de revenir sur ça. Il y a deux djihad. Le grand djihad qui doit être fait au quotidien, dans le respect de la vie de l'autre, la morale. Faire un effort, et le petit djihad, c'est prendre les armes pour se défendre, qui fait référence au prophète quand il a été menacé, attaqué. Et donc, c'est Saïd Qutb qui, lui, va complètement détourner et qui va même dire qu'il n'y a pas 5 piliers, mais 6 piliers dans l'islam, le djihad. Alors, là aussi, vous revenez sur le sens du mot de radicalisation, qui ne veut pas dire automatiquement passage à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a aussi une grande confusion en ça, où aujourd'hui, dès qu'on entend le terme radicalisé, immédiatement, on pense à action terroriste. Donc, il y a une étape. Il y en a qui sont radicalisés, qui ne passeront jamais, en tout cas, à l'étape, en tout cas, à la violence. Et justement, par rapport à cette radicalisation, parmi ces femmes, puisque c'est le sujet de votre livre, on en a un certain nombre qui n'ont pas, en tout cas, ne sont pas du tout dans la logique du passage à l'acte. Toutes ne passent pas à l'acte. Certaines sont dans la logique de radicalisation, déjà, tout simplement assurer une descendance et élever les enfants dans une certaine vision, en tout cas, de l'islamisme. Vous l'expliquez aussi, et ça a déjà été effectivement aussi souligné, c'est qu'il y a eu aussi une certaine invisibilisation en Occident de cette violence, d'abord de cette radicalisation et de cette violence, et du fait que la femme, on a un peu oublié, enfin moi je l'avais vu aussi quand j'avais fait mes recherches, on a toujours considéré, enfin,
tendance à considérer que la femme est forcément une victime et qu'on oublie que la femme est un être humain à part entière, qui a aussi un cerveau, des neurones et qui est capable de prendre des décisions. Et pourquoi, d'après vous, il y a cette tendance à invisibiliser, donc nourrie par les médias, mais les politiques aussi ont repris ça. Et qu'est-ce qui va faire prendre conscience finalement de cette violence chez certaines? Toutes ne sont pas dans une violence, bien évidemment. Pourquoi on invisibilise comme ça et pourquoi, à quel moment il va y avoir une prise de conscience en Europe, parce que malheureusement dans les pays musulmans, quelque part, c'était presque, ça passait totalement inaperçu. Et pourquoi en Europe il va y avoir, pourquoi cette invisibilisation et à quel moment il y a une prise de conscience? Alors, cette invisibilisation, en réalité, de la violence féminine, au-delà même de la question de la radicalisation islamiste, il y a une invisibilisation de la violence féminine qui est due au fait que pendant des siècles, il y a eu une invisibilisation des femmes tout court. C'est-à-dire que vous prenez un certain nombre d'événements en Occident et notamment en France, vous prenez 1789, vous prenez la Commune, vous prenez, il y avait certaines révoltes de femmes, purement de femmes, pour le pain avant 1789. Il y a une grande révolution vivrière, je crois, en 1775, me semble-t-il. Il y a eu énormément de faits de violences commises par des femmes. Alors, on pourrait parler de violences légitimes par ailleurs, mais de violences commises par les femmes n'étaient en réalité jamais interpellées. Et quand elles l'étaient, ça c'est intéressant, je crois que vous en avez aux archives de Paris des procès-verbaux de l'époque. En fait, on ne savait même pas comment les femmes s'appelaient parce que c'était la femme du boucher, la femme du charcutier, la sœur du boulanger. Enfin, en fait, la femme n'avait aucune personnalité juridique. Et en plus, on considérait que les femmes n'avaient absolument pas de rôle de leader, ne pouvaient pas être... encore une fois, elles étaient manipulées et encore une fois, elles n'étaient qu'objet et non pas sujet de leur propre violence, on va dire. Et le fait est qu'on sait qu'il y a heureusement eu une évolution du statut de la femme qui à un moment est devenue un peu plus visible et on a un peu compris, même si ça n'est pas complètement devenu parfait, que la femme effectivement avait des neurones, un cerveau, était capable de penser par elle-même. Mais sur cette radicalisation islamiste, je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a déjà effectivement cette misogynie qui est encore là, qui est que en fait ces femmes, on a la femme de djihadiste, mais la femme ne peut pas être djihadiste elle-même ou islamiste elle-même. Et puis, je pense qu'il y a aussi une forme de condescendance un peu raciste, quelque part, qui visait un peu à dire la femme musulmane, elle est un peu soumise culturellement. Ça, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et je pense que ça participe aussi de ce qui s'est passé. Et juste pour vous donner quelques exemples, avant 2016, donc je reviendrai sur cette date de 2016 qui a vraiment été le déclic général en France, puisqu'il s'est passé quelque chose avec des femmes en 2016, j'y reviendrai. Avant cette année de 2016, vous avez un certain nombre d'hommes qui se sont fait interpeller par les autorités policières parce qu'ils étaient fichés S, parce qu'ils avaient fait certaines activités, parce qu'ils s'étaient rendus coupables de départ en Syrie ou que sais-je. La femme n'était interpellée, la sœur, l'épouse, la mère, peu importe, elles étaient interpellées uniquement pour glaner des renseignements sur les hommes. Mais jamais on se disait, peut-être, qu'est-ce qu'elle pense elle? Est-ce qu'elle a aidé dans cette préparation d'attentat? Et en 2015, déjà, on commence à... Alors déjà, 2015, je pense qu'on était beaucoup dans la réaction et dans la panique générale parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Mais l'enquête, déjà, qui démarre en 2015, montre qu'il y a quand même un certain nombre de femmes qui, en fait, étaient un peu derrière, notamment des veuves. Et là, je vais vous donner l'exemple typique, c'est Ayed Boumedienne. Juste pour rappel, Ayed Boumedienne, c'est la veuve de Hamedi Koulibaly, donc qui s'est rendu coupable de l'attentat terroriste de l'Hypercacher, dont on a fêté les 10 ans il y a à peine quelques jours. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a un certain nombre d'articles de journaux qui sont sortis expliquant que Ayed Boumedienne était bien vivante. Effectivement, il n'a jamais été question qu'elle soit décédée. Elle est partie en Syrie très facilement. À peine, je crois, quelques jours ou quelques semaines, l'attentat qu'a commis son mari. L'enquête a démontré qu'elle avait eu un rôle extrêmement actif dans cet attentat. C'est avec son épargne à elle que M. Hamedi Koulibaly s'est payé sa Kalachnikov. C'est avec beaucoup de moyens à elle, en réalité, que cet attentat a été fait. Il y avait des photos d'elle tenant une arbalète dans la résidence de M. Kamel Begal, qui est l'un des grands djihadistes, on va dire, de l'histoire du djihadisme français. Donc
Ayed Boumedienne, pourquoi est-ce que je vous parle d'elle? Parce que à peine quelques semaines avant tous les attentats de cette semaine du 7 janvier, elle est en voiture avec Amédi Koulibaly. Amédi Koulibaly, il est déjà fiché. Il a déjà été en prison, il a déjà un certain casier. Bon, il est surveillé, Amédi Koulibaly. C'est lui qui est au volant, elle est à côté. Il se fait interpeller. Et en fait, le policier, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est une procédure un peu spécifique où vous déclarez que vous êtes face à un tel individu et on vous dit OK, essayez de glaner des renseignements, mais n'attirez pas l'attention de l'individu parce qu'il est dangereux. Il fait ce qu'il a à faire avec Amédi Koulibaly, il ne jette pas un regard à Ayed Boumedienne. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années avant, les deux avaient été interpellés pour association de malfaiteurs terroristes, donc on n'était pas sur quelque chose de complètement anodin. Il va en garde à vue. Ayed Boumedienne, elle, est en garde à vue pendant 24 heures environ, donc le délai légal. Elle ressort complètement libre, alors que pendant tout son entretien, lui, à la suite de ça, il va passer quelques années en prison. Mais elle, en l'occurrence, elle est immédiatement relâchée, alors même qu'elle explique que les attentats, c'est bien, que les juifs, c'est mal, etc., etc. Enfin, elle a un discours extrêmement violent, mais elle est relâchée. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu une vraie invisibilisation de « on s'en occupe pas, elles sont pas dangereuses, de toute façon, elles sont soumises, et pardonnez-moi l'expression, mais elles sont un peu là pour faire la popote. » C'est vraiment comme ça qu'elles étaient vues. Et 2016, arrive cette année 2016, où vous avez un certain nombre de tentatives d'attentats, et à partir de janvier, par des femmes, donc 2016, c'est vraiment un peu l'année du djihadisme féminin en France, avec le déclic général qui se fait en septembre 2016, quand vous avez 4 femmes, d'ailleurs de milieux sociaux assez différents, de parcours assez différents, d'âge aussi un peu différent, parce que dans mes souvenirs, ça va de 19 ans jusqu'à même 50, quelque chose comme ça, donc c'est assez large. 4 femmes qui ne se connaissaient pas quelques semaines avant, qui se sont vraiment rencontrées sur les réseaux sociaux. Et ces 4 femmes vont décider que ce serait une bonne idée d'essayer d'aller faire exploser une voiture aux abords de Notre-Dame de Paris. Heureusement, elles sont... alors ça, c'est quand même une différence entre les hommes et les femmes, c'est que comme elles ne sont pas censées combattre selon les textes, elles sont moins entraînées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins capables de violence, mais elles sont moins entraînées, elles sont plus amateurs, et elles vont confondre diesel et essence. Heureusement, parce que ça aurait fait un certain nombre, ça aurait fait des dégâts humains assez considérables. L'attentat échoue, elles sont interpellées, elles ont été jugées entre-temps, elles ont eu entre 20 et 30 ans de prison. Donc bon, voilà, elles ont quand même été très lourdement sanctionnées. Mais là, en fait, septembre 2016, on se dit, mais mince, on a manqué un truc, quoi. Et en fait, les autorités policières se réveillent, les autorités judiciaires se réveillent, et là, toutes ces femmes dont je vous avais parlé, qui n'avaient pas été interpellées ou qui n'avaient été interpellées que 24 heures, 48 heures puis relâchées, on va réouvrir tous les dossiers. C'est-à-dire que le parquet, l'instruction, il y a une grande réunion générale en novembre 2016, avec tout ce beau petit monde qui se dit, OK, en fait, on a fait n'importe quoi. Ces femmes-là sont capables d'autonomie, ces femmes-là sont capables de violence, on rouvre tous les dossiers et on en ouvre même de nouveaux. Alors là aussi, dans votre livre, vous revenez sur donc, la place des femmes au temps du prophète et toute l'instrumentalisation qui va être faite par l'État islamique, notamment avec les termes féminisés. On a Shahabiyat, les Muhadidat. Est-ce que vous pourriez justement revenir sur cette forme d'instrumentalisation? Alors ça, en l'occurrence, j'en ai été la première surprise. Alors déjà, mon arabe est très limité par ailleurs. Et cette partie-là que j'écris là-dessus, je l'ai faite justement un petit peu relire et par des islamologues et par des linguistes, et d'ailleurs très souvent par des gens qui font les deux métiers. Parce qu'effectivement, moi-même, je m'étais un peu laissée prendre au piège, notamment sur l'instrumentalisation du lien entre et Oumma, par exemple. Qui, quand on n'est pas arabophone, on se dit, bon, bah, et Oumma, ça a l'air d'être la même chose, finalement. Alors, juste pour rappel, la mère, Oumma, la communauté des musulmans ou la communauté des hommes. Et effectivement, on pense toujours qu'il y a un lien entre les deux, alors même qu'on lit le Coran, on ne voit pas tellement de lien entre les deux. Et effectivement, je me rends compte que donc à l'aide de linguistes, qu'en fait, et Oumma n'ont pas du tout la même racine sémantique. C'est-à-dire que ça vient de Am, qui est le fait de nourrir, d'élever quelqu'un. Donc, c'est plutôt la mère. Et Oumma vient plutôt de ce qui a donné le mot imam, c'est-à-dire celui qui rassemble. C'est plutôt dans cette notion-là. Les islamistes ont effectivement, alors toute mouvance confondue,
mais c'est beaucoup les djihadistes qui l'ont fait, et notamment l'État islamique l'a très, très, très bien fait sur ses réseaux sociaux, dans ses revues, etc. C'est de féminiser toutes ces notions islamiques pour mieux inclure les femmes. Alors, il y a une contradiction un peu là-dedans, c'est mais pourquoi inclure des femmes qu'on veut de toute façon inférioriser et finalement pourquoi leur donner un rôle qu'elles n'ont pas eu? Alors, juste pour nuancer un petit peu, les femmes, en tout cas la doctrine islamique, je dis bien islamique, a toujours majoritairement considéré qu'un certain nombre de femmes avaient eu un rôle fondamental dans les premiers temps du prophète, et notamment ses épouses, ses filles, ses concubines. Aïcha, typiquement, dans la doctrine islamique sunnite, a eu un rôle apparemment, je mets ça au conditionnel parce qu'on n'en est pas complètement sûr, mais elle aurait eu un rôle très important de juriste et d'interprétation des révélations qui avaient été faites au prophète. Bon, les islamistes ont énormément joué sur ces femmes, entre guillemets, puissantes, en féminisant certaines notions de l'islam pour leur donner une importance que certes elles avaient, mais pas à ce point. Donc typiquement, le terme sahaba, sahabiyat, il y a les compagnons du prophète, mais il n'y a pas eu de compagnonne du prophète. C'est-à-dire que et d'ailleurs, aucune femme n'a prétendu, a priori, au statut de calife. Donc elles avaient une autorité, enfin certaines en tout cas avaient une autorité, avaient une certaine importance, mais pas à ce point-là. Et pourquoi est-ce qu'on est dans une sorte de, je mets ça très entre guillemets, mais de féminisme islamiste? Eh bien parce que plus vous incluez certaines personnes, plus ces personnes vont trouver un intérêt à rejoindre votre organisation. Et en l'occurrence, je pense que l'État islamique a eu une intelligence extraordinaire quand ils l'ont fait, parce qu'ils l'ont fait, et ils l'ont très bien fait à l'époque, même si leur succès a été, on le sait, assez éphémère. L'État islamique, a, et avec les hommes et avec les femmes, eu un discours, ça peut paraître un peu absurde, mais ils ont eu un discours d'inclusion assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait croire à des personnes qui se sentaient marginalisées en Occident, je parle, qui se sentaient marginalisées dans une société dont ils sentaient qu'elle ne les incluait pas socialement, ethniquement, religieusement, sexuellement, peu importe. Ces gens-là se sont à un moment sentis, je suis désolée, ça paraît absurde, mais se sont sentis plus inclus dans la propagande de Daesh que dans la République française, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans de nombreux témoignages. Et c'est effectivement ce que l'État islamique, il n'y a pas que cette organisation, mais c'est ce que beaucoup de mouvances islamistes ont tendance à faire pour donner l'impression, parce que la réalité est très différente bien sûr, donner l'impression de plus inclure. Et alors, justement, il y a un point important, vous parlez aussi de rupture, donc avec l'autre que vous avez déjà évoqué tout à l'heure. Et qu'entendez-vous par rupture par rapport à la société? Quels sont les modes de rupture, sans aller jusqu'à la violence? Cette rupture, alors ça c'est intéressant parce que est-ce que cette rupture se fait en raison, c'est une question que je pose et d'ailleurs à laquelle j'admets que je n'ai pas forcément une réponse définitive. Il y a effectivement cette rupture d'avec l'autre, et dans la radicalisation islamiste, on pourrait dire qu'il y a une rupture avec l'infidèle, avec le mécréant, entre guillemets. La question qui se pose, c'est est-ce que cette rupture se fait de parce qu'il y a cette propagande islamiste, ou est-ce que cette rupture existe un peu en amont? En tout cas, ce sentiment de rupture, est-ce qu'il existe en amont? Et cette question, c'est la question de la discrimination sur laquelle jouent énormément les islamistes. À peu près toutes les mouvances. Et là, en l'occurrence, je parle de l'Occident. C'est-à-dire, toi qui es musulman, tu es forcément en rupture avec un monde qui te rejette parce que tu es musulman et que le musulman est un éternel persécuté, en reprenant effectivement les premiers temps de l'islam avec cette période mécoise où le prophète se fait persécuter, discriminer, lui et les premiers musulmans, où les persécutions vont le mener à fuir à Médine. Et on arrive dans cette période médinoise où Allah lui donne l'autorisation de se défendre en tant que musulman. Donc on a cette notion de persécution puis de revanche. La revanche étant la contrepartie de la persécution. Ces deux notions, ces notions effectivement de période médinoise, période mécoise, les islamistes jouent énormément dessus. Daesh a énormément joué dessus. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une rupture et une marginalisation de la personne en amont de la radicalisation? Et donc, on pourrait dire la discrimination arrive en amont de la radicalisation, mais je pense que ça correspond à une réalité, mais c'est
On ne peut pas généraliser ça non plus. Ou est-ce que c'est la propagande islamiste qui fait que la personne se sent marginalisée? Moi, ma réponse, excusez-moi, elle est un peu décevante, c'est qu'en réalité, c'est un peu des deux. Et quel serait le signe visible de cette rupture chez les femmes? Comment est-ce qu'on pourrait... Je pense que comme beaucoup de personnes, j'avais tendance à penser au départ que ce serait vestimentaire, en tout cas que ce serait l'apparence physique. Je pense que beaucoup de personnes pensent ça sans forcément que ce soit mal intentionné, mais parce que c'est ce qu'on voit immédiatement. La réalité, c'est que c'est plutôt le comportement. Un comportement séparatiste, et ça pour le coup c'est pareil chez les hommes comme chez les femmes, c'est effectivement celui qui se coupe de la société dans laquelle il vit, puisqu'il considère que cette société n'est pas à la hauteur de ses propres principes, en l'occurrence ses principes islamiques, même plutôt islamistes. Donc c'est vraiment dans le comportement qu'on va vérifier ou non cette radicalité. Et je précise ce que je disais avant, on ne peut que constater, c'est la réalité, que si on commence à dire c'est le voile ou le camis qui fait la radicalité de la personne, j'ai envie de dire on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'il y a énormément de femmes qui sont voilées sans être radicalisées. Là où il y a une complexité effectivement sur ce sujet, c'est que toutes les femmes radicalisées sont à un moment passées par le voilement. Donc il y a une nuance à apporter là-dessus, mais effectivement, je vais donner un exemple. Une jeune fille voilée qui enlève son voile avant de rentrer à l'école, on peut être critique de la loi de 2004, peu importe, mais elle n'est pas en radicalité avec son environnement. Au contraire, elle s'y adapte. En tout cas, elle s'adapte à ce qu'est la France à un instant T. Là où la personne radicalisée va absolument refuser tout pan de son quotidien qui ne serait pas soumis aux prescriptions de la charia. En tout cas, de son interprétation à elle. C'est important effectivement de nuancer parce que moi, dans mon entourage, j'ai des amis qui sont voilés, qui à aucun moment n'ont de lien effectivement, et on en avait discuté avec l'islamisme ou quoi que ce soit, notamment une qui, voilà, on va dire, avait un enfant qui était très malade et qui s'était fait la promesse que si son enfant guérissait, elle porterait le voile. Donc, évidemment, on n'est pas du tout dans la question de radicalité. Et c'est vrai que c'est un peu, malheureusement, le cliché repris par rapport à ça. Alors, moi, je voudrais revenir sur deux éléments qui sont aussi importants. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, on n'a pas encore fini. Je regarde, bon, ça, on a encore un petit peu de temps. D'abord, j'aimerais que vous reveniez sur le rôle des influenceuses sur les réseaux sociaux et les lieux de radicalisation concernant les femmes. Alors, on va peut-être commencer avec les réseaux sociaux qui sont aussi des lieux de radicalisation de toute façon, mais pas que pour les femmes. Mais quel est le rôle de ces influenceuses sur les réseaux sociaux? Parce qu'on est souvent habitué aux influenceuses à Dubaï, et là, on n'est pas tout à fait dans la même dynamique. Non, là, c'est pas tout à fait pareil. Alors, en l'occurrence, les influenceuses, vous avez des influenceurs aussi, bien sûr, mais en l'occurrence, les femmes ont un rôle d'influenceuse qui est assez important dans la plupart des mouvances. Et donc, justement, je vais revenir sur les trois méthodologies, sur les trois mouvances et leurs différentes méthodologies sur les réseaux sociaux, et comment certaines peuvent justement passer inaperçues quand on n'est pas... quand on connaît pas justement ces distinctions-là. Les femmes ont un rôle d'influenceuse qui est extrêmement important parce que, je vais juste revenir un tout petit peu là-dessus, très brièvement, la femme n'est pas seulement le ventre de la nation musulmane, je mets cette expression bien sûr entre guillemets, selon les islamistes, elle est aussi celle qui va transmettre, notamment aux enfants, c'est-à-dire qu'elle les met au monde, mais derrière, elle doit aussi, entre guillemets, les éduquer à l'idéologie telle qu'elle est vue par les islamistes. C'est en cela d'ailleurs que la femme doit être un modèle de vertu absolue, que il est demandé aux femmes de beaucoup plus connaître les textes. Par ailleurs, les femmes, ça je pense que c'est assez connu et ça n'est pas qu'un cliché, les femmes sont un peu plus studieuses en général que les hommes, et ça se voit beaucoup dans l'islamisme. Les femmes sont parfois beaucoup plus rigoristes idéologiquement que les hommes. Ayed Boumedienne était apparemment beaucoup plus radicalisée encore que son mari, qui déjà l'était. L'était pas mal. Souad Merah, la grande sœur de Mohamed Merah, est celle, avec la mère par ailleurs, et l'un des frères de Mohamed Merah, a beaucoup contribué à la radicalisation de son petit frère. Donc il est demandé aux femmes d'être vraiment à la fois les surveillantes et les surveillées.
C'est vraiment celles dont le comportement vont montrer le succès ou non d'une société islamiste réussie. C'est un peu ça le rôle des femmes. Et donc, elles ont un rôle d'influence. Et donc, en 2024, ou un peu avant, peu importe, à l'ère des réseaux sociaux, ce sont des influenceuses. Et donc, moi, effectivement, c'est un peu ce que j'ai vu. C'est que vous avez des personnes, enfin des jeunes femmes, parfois même très jeunes, qui ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, et qui vont user de tous les nouveaux moyens digitaux, de tout le verbatim pour lequel moi-même je suis déjà trop âgée. Vraiment, je vais pas vous donner des exemples, mais en l'occurrence, j'en donne beaucoup dans mon livre. Mais vous avez un certain nombre de comptes qui fonctionnent exactement comme n'importe quel compte d'influenceuse de Dubaï, typiquement sur TikTok ou peu importe, avec vraiment une sorte de comment dire, ça fait presque compte tendance, si vous voulez, enfin un peu fashion, un peu, enfin, et tout ceci est très, je pense, permet aussi pour elles de passer plus inaperçues sur les réseaux sociaux puisqu'elles paraissent être des influenceuses un peu comme les autres. Alors même que quand on regarde leur contenu, on est face à un contenu qui est particulièrement radicalisé et qui dit aux jeunes femmes, typiquement, moi j'ai vu un certain nombre de choses sur ce sujet en l'occurrence, qui revient beaucoup, c'est le viol conjugal. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de viol conjugal, mais c'est bonjour mes abonnés, on m'a beaucoup demandé si j'étais obligée de me soumettre sexuellement à mon mari alors même que je n'en ai pas envie. La réponse est oui, et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Donc, on est quand même sur des choses qui peuvent être extrêmement violentes idéologiquement, mais qui vont donner l'impression d'être quelque chose de très digital, marketing, très 2024, bon voilà. Et je reviens à ces trois mouvances et à leurs différences sur les réseaux sociaux. Les fréristes vont beaucoup user, ce qui les rend très compliqués à avoir. Alors, je pense que vous êtes peut-être pas sans savoir que les fréristes usent de ce qu'on appelle la taquilla aussi. Ils sont assez connus comme ça, donc de la dissimulation. Mais ce que je vous disais, les fréristes ont beaucoup tendance à user des moyens légaux qui leur sont offerts dans une démocratie occidentale. Et ce qu'ils vont beaucoup faire, c'est faire de la lutte contre les discriminations. Donc, vous allez sur des groupes fréristes, c'est très compliqué à vérifier qu'ils sont fréristes parce qu'on se dit, en fait, c'est juste un groupe qui fait de la lutte contre les discriminations et c'est pas si mal finalement. Donc ça va beaucoup être leur narratif, ça va être autour de la reconnaissance de l'identité musulmane, ça va être autour de la lutte contre l'islamophobie. Sur les femmes, on va être beaucoup sur la question de la lutte contre les discriminations envers les femmes voilées. Donc pareil, c'est pas forcément illégitime, mais on se rend compte quand on creuse un peu que la femme musulmane non voilée n'existe pas. Moi en l'occurrence, je viens pour moitié d'une famille musulmane. Les femmes ne se voilent pas dans ma famille. Il y en a quelques-unes, mais la majorité non. J'ai pas été élevée avec cette idée que la femme musulmane et la femme voilée étaient forcément synonymes. Là, on est sur quelque chose où on impose une idée de la femme musulmane notamment qui ne permet pas la nuance. Voilà. Et on va user de moyens, on va dire, d'un narratif qui peut paraître très semblable à n'importe quel militantisme de lutte contre les discriminations. Alors qu'en réalité, en dessous, il y a des choses un peu plus dangereuses. Les salafistes quiétistes, et c'est pour ça que je me suis intéressée aux quiétistes notamment, c'est que les salafistes quiétistes, quand vous allez sur des groupes Facebook, Instagram, c'est très rose bonbon, c'est très bienveillant, c'est vraiment un peu la caricature de la féminité. Telle que certains l'aperçoivent, c'est-à-dire que vous allez avoir des nounours, des petits cœurs, tout est très bienveillant, on est contre la violence, on est vraiment sur une vision presque caricaturale, enfin même complètement caricaturale de la femme et de la jeune femme, et ça va être ma sœur, où en es-tu dans ta relation, enfin, on a l'impression d'un magazine féminin dans sa vision la plus caricaturale qui soit, mais avec les prescriptions de la charia. Ça, c'est beaucoup ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux quiétistes. Et ensuite, vous avez les djihadistes qui sont beaucoup plus confidentiels, en tout cas qu'avant, parce qu'ils sont aussi beaucoup plus surveillés. Et eux, en l'occurrence, leur discours est tout de suite beaucoup plus identifiable, puisque là, on est dans la violence. Là, on est dans ce dont on discutait juste avant, le takfir. Donc vraiment, telle personne n'est pas musulmane, telle personne est musulmane. Et là, en l'occurrence, en termes de visuel, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Vous avez énormément de femmes djihadistes. J'avais interrogé une chercheuse qui, je crois, n'a pas encore fini sa thèse, ou là, l'a fini il n'y a pas longtemps, très, très intéressante, qui écrivait justement sur toute cette symbolique visuelle et narrative des femmes djihadistes en ligne.
Et c'est très intéressant parce que beaucoup de ces femmes, alors ne mettent pas de photos d'elles, mais elles vont mettre des peintures, elles vont mettre des photographies, mais pas d'elles, des dessins de femmes en voile intégral, avec une arme, une épée, un sabre, une arbalète. Et on a presque cette symbolique de la mort, en fait. Enfin, il y a vraiment, et ça, vous avez ça aussi chez les hommes djihadistes, il y a vraiment une sorte d'appel de la mort. Et on n'arrive pas vraiment à savoir si c'est la mort des autres qui les intéresse ou leur propre mort. Enfin, on est face à des gens qui sont très sombres. Je ne vais pas faire d'analyse psychiatrique là, comme ça n'est pas mon métier, mais on n'est plus du tout sur du rose bonbon, de la bienveillance ou autre. On est vraiment sur la mort des autres, voire même sa propre mort, avec presque cette symbolique de la grande faucheuse via le voile intégral. On est là, en l'occurrence, sur quelque chose de très différent. Et là, on n'est plus sur du Facebook, on est sur du Signal, du Telegram, voire des comptes, enfin, des réseaux sociaux encore beaucoup plus confidentiels. Et alors justement, sur les lieux de radicalisation, vous parlez de la radicalisation de salon. Alors ça, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu en quoi ça consiste. Alors, ça ne se retrouve pas qu'en Occident, et d'ailleurs c'est Delphine Minoui qui m'avait un peu parlé de ça, par exemple en Turquie, mais il y a aussi ça en Égypte, il y a ça dans un monde qui n'est pas forcément occidental. Mais en l'occurrence, si on s'arrête sur l'Occident, ce que j'ai appelé la radicalisation de salon, c'est en fait, j'ai appelé ça comme ça parce que je suis partie d'un constat qui est que, au-delà de la radicalisation islamiste, au-delà de cette seule question de l'islamisme, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que, historiquement, l'espace public et l'espace privé, cette distinction entre les espaces a été assez genrée. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les femmes ont été plutôt... on leur a un petit peu demandé de demeurer... de rester à demeure, on va dire, d'être assignées à résidence, alors même que les hommes avaient accès à certains espaces publics. En l'occurrence, en France, c'est quand même beaucoup moins le cas. Vous avez certaines localités où c'est encore le cas, où c'est encore le cas, où c'est devenu le cas, peu importe. Il y a certains endroits, effectivement, en Occident, où les femmes subissent un peu plus cette distinction genrée de espace public pour les hommes, espace privé pour les femmes. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur la radicalisation et ça a un peu changé entre-temps et j'expliquerai pourquoi, mais pendant très longtemps, les hommes se sont radicalisés de façon assez simple et assez peu surveillée dans des endroits publics. Ça pouvait être dans les quartiers, dans la rue. Vous aviez des prédicateurs qui se baladaient dans la rue et qui faisaient à peu près ce qu'ils voulaient pour les raisons que j'ai évoquées avant, qui faisaient que ils n'inquiétaient pas tellement les politiques, puisqu'ils avaient l'air de ramener un peu la paix sociale dans certaines localités. Les hommes se radicalisaient beaucoup à la mosquée, dans des associations, dans des cafés, que les femmes, en l'occurrence, dans certaines localités, privées d'accès, pas complètement privées d'accès, mais quand même plus privées d'accès à ces espaces publics que les hommes, étaient un peu cantonnées à cet espace privé. Et qu'est-ce que ça a donné ? Je reviens juste sur les mosquées, parce que ça, c'est intéressant pour les femmes. Les femmes ne sont pas toujours les bienvenues dans les mosquées. Pas dans le sens où on va les chasser. Il y a des prières qui sont faites pour les femmes, il y a des femmes qui vont très régulièrement à la mosquée, mais c'est plutôt un endroit qui est fait pour les hommes au départ. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de mosquées où l'endroit qui est fait pour les femmes, parfois c'est en sous-sol, c'est une petite salle, l'imam, déjà c'est un homme, donc il est face aux hommes. Donc les femmes, elles ont une retranscription audio qui n'est pas toujours très qualitative. Globalement, c'est pas un lieu de sociabilité au départ des femmes, sauf que c'en est devenu un, et c'est devenu un lieu de radicalisation, mais indirect des femmes, parce que les femmes finissaient par y aller pour sociabiliser. Ça, vous avez un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé là-dessus, c'est assez intéressant. En fait, les femmes, au départ, allaient à la mosquée pour écouter la prière, puis en fait, elles se sont rendues compte que, un peu marre, finalement, d'écouter quelqu'un qui parle plutôt aux hommes, qui, en plus, dans 2 salles au-dessus, et nous, on est ensemble, et finalement, les femmes ont commencé à papoter. Et il y a même un chercheur dont j'ai oublié le nom, et il faut que je vous retrouve le nom parce qu'en plus il est vraiment super. En l'occurrence, ce chercheur s'est associé avec une chercheuse. Lui est allé chez les hommes, elle chez les femmes, et justement ils ont fait une étude un peu croisée de ce qu'ils avaient vu, et ils en ont déduit, en allant dans pas mal de mosquées, qu'un certain nombre de groupes de réseaux sociaux dont je vous ai parlé juste avant, de femmes radicalisées, s'étaient probablement fait fondée sur ces rencontres à la mosquée entre femmes qui finalement n'écoutaient pas tellement la prière, mais qui en profitaient pour se rencontrer entre elles.
puisque un peu privées d'accès à d'autres espaces publics. Je reviens à cette radicalisation de salon. Privées d'accès à certains espaces publics, les femmes cantonnées dans leurs appartements, leurs maisons avec les enfants, ont commencé à se radicaliser entre elles en faisant ce que les femmes faisaient un peu avant, ici d'ailleurs, c'est-à-dire faire salon, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais toujours selon le même schéma, avec ce qu'on peut appeler une grande sœur. Moi, j'ai appelé ça les grandes sœurs parce qu'on parlait des grands frères, donc il n'y a pas de raison, il y a des grandes sœurs aussi. Et cette grande sœur ou ces grandes sœurs, c'est une femme qui peut être un peu plus âgée, mais peu importe, c'est surtout une femme qui va se montrer plus connaisseuse de la religion et qui va un peu donner salon. On va l'inviter ou elle va inviter chez elle et elle va donner une leçon sur un texte coranique en particulier, sur un thème en particulier. Alors parfois, c'est très sur le sexe, souvent. Et c'est Delphine Minoui, justement, qui m'avait parlé de ça en Turquie, en Égypte. Ça va beaucoup parler de l'intimité des femmes, de comment vivre sa vie de femme selon les préceptes de la charia avec son mari, avec les enfants, etc. Mais donc, ce sont des lieux beaucoup plus privés et ça explique aussi beaucoup l'invisibilisation de ce phénomène, c'est que qui dit espace privé dit beaucoup moins facilement identifiable par les autorités. Et donc, on a les plateformes aussi, les revues en ligne, puisque que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, ils avaient donc des magazines féminins, donc ce qui a aussi nourri. Et notamment par rapport à ces femmes. Alors, première question, est-ce qu'on peut parler d'un certain type de militantisme féminin dans les pays occidentaux, parce que vous avez parlé des recrutées, recruteuses, le mariage, les veuves. Est-ce que tout ça participe justement d'une forme de militantisme ? Ça participe d'une forme de militantisme avec toujours cette idée que le militantisme qui se fait en Occident ne peut être que différent de celui qui s'est fait et qui peut se faire encore une fois, entre guillemets, en terre islamique, parce que selon les islamistes, la façon dont on va, entre guillemets, convertir quelqu'un n'est pas la même que si on gravite dans un monde qui est déjà islamisé. Bon. En Occident, il y a effectivement cet objectif d'islamiser une société qui ne l'est pas, avec effectivement beaucoup ces notions de persécution, de revanche, selon les mouvances dans lesquelles on est. Il y a effectivement un militantisme qui est... Alors, moi, je me suis beaucoup appuyée sur ce qu'avait fait Daesh, mais il n'y a pas que Daesh, effectivement, qui a fait ça, mais Daesh est, entre guillemets, une réussite de militantisme en Occident, puisque c'est quand même probablement le mouvement qui est parmi ceux qui a le plus recruté en un temps record des gens qui parfois n'avaient strictement rien à voir avec ce sujet en très 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 peu de temps. On parlait des réseaux sociaux, ils ont tout compris au marketing digital du 21e siècle. Donc effectivement, il y a eu cette grande réussite entre guillemets de Daesh. Je mets ça entre guillemets parce que Daesh a été plutôt assez éphémère finalement par rapport à d'autres groupes, même s'ils ne sont pas complètement morts. Mais effectivement, toutes les techniques qui ont été faites par Daesh se sont retrouvées donc en Occident, avec ce système de recrutement, avec ce système de mariage qui est en fait complètement calqué sur le système mafieux. Vous avez par exemple, alors ça en l'occurrence, c'est un travail qu'avait fait, me semble-t-il, Hugo Micheron, je ne sais pas si c'est le premier ou le seul à l'avoir fait, mais à démontrer comment, via des mariages en Occident, vous avez en fait des sortes de tribus, de castes qui se sont mariées entre eux. Quand je dis des castes, des familles de djihadistes, entre guillemets, qui se sont mariées entre eux pour à la fin assurer une descendance djihadiste et pour surtout à la fin éviter les trahisons. Et en fait, c'est ça le système mafieux. C'est un ami, je le trahis beaucoup plus facilement que mon beau-frère ou mon cousin ou l'époux de je ne sais qui. Donc ça, en l'occurrence, ça a été beaucoup calqué sur le système mafieux. Donc ça, en l'occurrence, c'est le mariage. Mais vous avez aussi... je parlais de l'Occident, mais en fait, je parlais de Daesh. Il y a aussi eu énormément de transitions entre ces deux territoires qui se sont faites. Et tout ceci a été passé de l'autre côté, où tout ce qui se passait sur place a été passé ici. C'est-à-dire que ce système de mariage fonctionnait tout autant à Raqqa qu'il ne fonctionnait je ne sais où en France. À Artigat, dans l'Ariège, où il y avait un certain nombre de djihadistes, où d'ailleurs il y en a encore, me semble-t-il. Et alors,
Là, on va revenir sur le Moyen-Orient avant de passer. Je regarde le temps qui. Voilà, on va garder un petit temps quand même de questions avec la salle et celles et ceux qui sont en ligne. Les mouvements islamistes étrangers, donc en Égypte avec les premières sœurs, l'Iran avec la naissance du féminisme islamique. Donc là, on est dans l'islamisme chiite, et la Turquie avec les femmes d'Erdogan. Est-ce que, en quelques mots, alors je sais que c'est frustrant, vous pourriez un petit peu nous dire les méthodes d'action et quel est le rôle de ces femmes, que ce soit en Égypte, en Iran, par rapport évidemment en Égypte les frères musulmans, en Iran par rapport au régime en place, et la Turquie avec notamment Erdogan et ce qu'il lui il fait des femmes. Alors il y a quand même un point commun entre ces trois pays qui est assez intéressant, c'est que on est sur trois pays. Alors notamment l'Iran et la Turquie. L'Égypte, bon, les frères musulmans parfois ils sont en perte de vitesse, parfois un peu moins. Ils ont été au pouvoir, ça s'est pas très bien passé. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il y ait, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un pouvoir islamiste en Égypte, parce que et notamment frériste en Égypte, même s'ils sont extrêmement puissants en Égypte. Mais il y a un point commun entre ces trois régimes, selon moi, c'est que on est arrivé à un moment à une idéologie islamiste très prégnante dans le pays, qu'elle soit institutionnalisée ou pas, à la suite, selon moi, de régimes qui se voulaient laïques, qui, selon moi, ne l'étaient pas du tout. Mais on a eu, enfin, si vous voulez, les mollahs arrivent après le Shah d'Iran, Erdogan arrive bien après tout un processus, bien sûr, mais à la suite d'un Atatürk. Et en Égypte, on a eu Nasser et Sadat. Alors, je ne suis pas là en train de dire que c'est leur faute s'il y a eu ça, mais en l'occurrence, ce que j'ai pu voir de ces idéologies sur place, c'est qu'elles se sont formées à un moment, et il y a eu la même réaction chez les hommes que chez les femmes, elles se sont à un moment formées en réaction à quelque chose qui a été considéré comme allant à l'encontre de l'ADN du peuple, et comme une occidentalisation forcée. Et ça, en l'occurrence, les femmes l'ont tout autant vécu que les hommes, notamment en Turquie et en Iran, par l'interdiction du voile. Puisque, je le rappelle, le Shah d'Iran avait interdit le voile sur le modèle d'Atatürk, qui lui-même l'avait interdit. Et Atatürk était même allé plus loin. Il avait interdit non seulement le voile, mais il avait interdit tout vêtement traditionnel turc. Et tout ceci a été vécu comme une violence extraordinaire pour les hommes, mais aussi pour les femmes, qui étaient très souvent les premières visées par ce type de nouvelles réglementations. Je m'arrêterai juste là-dessus, mais ça me semblait important de le souligner. Il y a un autre point commun, selon moi. Alors, je ne vais pas revenir peut-être sur chaque contexte historique, parce que ce serait très long. En Iran, ça va être effectivement la révolution de 1979, en amont de laquelle on voit beaucoup de femmes qui d'ailleurs ne sont pas forcément radicalisées, qui ne sont pas forcément islamistes, qui n'adorent pas forcément les mollahs, mais qui veulent se débarrasser du Shah d'Iran, qui vont mettre un voile, aller dans la rue, parce que le voile devient le symbole non pas de l'idéologie islamiste, mais plutôt de la révolution contre le Shah d'Iran. Beaucoup d'entre elles s'en mordront les doigts après quand elles se rendront compte qu'en fait, elles n'ont plus le droit de l'enlever. Mais vous avez un certain nombre de femmes qui vont, elles, véritablement embrasser cette idéologie-là. Alors, je sais que c'est un peu bizarre de parler de ça en pleine révolution iranienne par des femmes, mais le fait est que vous avez encore énormément de femmes qui embrassent ce régime, notamment depuis la guerre Irak-Iran, où le régime iranien, donc des mollahs, a énormément œuvré pour donner aux femmes le sentiment d'avoir un rôle extrêmement important dans le patriotisme à l'époque. C'est-à-dire que il y a eu toute une propagande je dirais une propagande de martyrologie autour de ces Iraniens qui s'étaient fait tuer par le régime de Saddam Hussein. Et les femmes étaient un peu les porteuses de cet Iran qui devait résister. C'est-à-dire, vos fils doivent partir, vos pères, vos fiancés, etc. Mais vous allez les soutenir idéologiquement parce que vous êtes les femmes du peuple iranien. Et il y avait énormément de ça, mais il y avait aussi beaucoup, et là est le point commun entre tous ces régimes, beaucoup de questions sociales qui étaient très, de questions sociales qui sont très importantes pour les femmes, puisque les femmes sont généralement plus précaires que les hommes à ce niveau-là. Ces femmes-là de martyrs ont été extrêmement favorisées socialement par le régime iranien.
Ça a été le cas dans un certain nombre de régimes, mais ça, c'est quelque chose de très important. L'islamisme, notamment dans le monde musulman, mais pas que, ça a aussi été le cas en Occident. L'islamisme vient beaucoup, et ça vient des premiers temps du prophète qui s'adressait beaucoup aux impuissants, entre guillemets, face aux puissants mécois. Il y a cette idée de on va s'occuper de vous socialement, parce que déjà, c'est ce que l'islam veut, mais vous êtes les porteuses de ce régime, vous êtes les porteuses de l'idéologie. Ça, c'est pour le cas iranien. En Turquie, vous avez beaucoup eu ça aussi, sauf qu'il n'y avait pas ce contexte de guerre irako-iranienne, mais il y a un contexte post-Atatürk, il y a un contexte de grande rébellion contre, encore une fois, une forme d'occidentalisation forcée qui n'est pas voulue, notamment par le peuple bas, entre guillemets, c'est-à-dire, et par beaucoup de femmes, qui sont plus conservateurs, qui sont plus turcs, entre guillemets, qui vont être moins dans cette occidentalisation, qui sont pour certains plus ruraux et qui sont surtout beaucoup plus pauvres. Et ceux-là, pendant en réalité des décennies, vont construire petit à petit ce qui a donné à un moment le régime d'Erdogan. Je ne vais pas passer par toute cette évolution parce qu'elle est très longue et il y a un certain nombre de partis qui ont existé en amont du parti d'Erdogan, mais c'est aussi beaucoup passé par les questions sociales. Erdogan a énormément favorisé socialement les femmes qui, à un moment, votaient pour lui et contribuaient aussi en allant toquer à certaines portes d'autres femmes et en arrivant dans les appartements et en leur proposant certaines faveurs, notamment sociales, notamment la création d'écoles, de crèches, d'universités, etc. Erdogan a réussi à un moment de faire de son parti, je crois que ça n'est plus le cas depuis quelques années, mais à un moment, le parti d'Erdogan était le premier parti de femmes en Turquie. Et vous avez des meetings d'Erdogan où vous avez des femmes mais qui sont en transe devant lui. Enfin, vraiment, c'est... et je ne peux que vous recommander de vous intéresser à la femme d'Erdogan et à ses filles qui sont assez salées aussi. Et en Égypte, donc là, effectivement, c'est le pays de naissance des frères musulmans et par conséquent, c'est aussi le pays de naissance des sœurs musulmanes. Et là, en l'occurrence, on est toujours un peu sur le même schéma. Ce sont des gens qui ont été, au gré de divers événements, parce que les frères musulmans ont eu l'outrecuidance aussi d'essayer d'assassiner Nasser et ont réussi à assassiner, me semble-t-il, un Premier ministre, je ne sais plus en quelle année. Le fait est que les frères musulmans sont nés, me semble-t-il, en 1928 et à un moment ont été interdits de la vie politique égyptienne. Là où c'est extrêmement important pour leur évolution, et notamment dans cet art de se dissimuler, entre guillemets, c'est que interdits de vie politique, ils ont réussi à investir tous les autres pans de la société civile. Les écoles, les associations, le sport, c'est aussi comme ça qu'ils ont énormément grossi. Et les femmes, donc les sœurs, ont été extrêmement importantes dans justement cette radicalisation privée, puisque les femmes ont plus accès que les hommes, notamment aux maisonnées. On va plus faire confiance à une femme et on va plus la laisser rentrer dans son intimité, de femmes notamment, qu'un homme. Alors, je rebondis sur une petite chose. Effectivement, Erdogan, sa popularité vient aussi du fait qu'une grande partie de la population a été délaissée, méprisée pendant très longtemps. Ceux qu'on appelle les Turcs noirs. Et pour ce qui est de l'Iran, lors de la révolution Mahsa Amini, quand elle a démarré, on avait aussi bien des femmes voilées que des femmes qui se sont dévoilées. La révolte, au départ, c'est aussi contre l'obligation. Donc, et puis Khomeini l'a imposé étape par étape. Alors, comme il nous reste plus beaucoup de temps, une dernière question et après on va échanger s'il y a d'autres questions. Vous parlez donc de femmes, donc chapitre 7, femmes fragiles, femmes féroces. Alors, qu'est-ce que vous placez dans la catégorie femmes fragiles par opposition aux femmes féroces? Et on fera le lien avec notamment les Madafar, les maisons de femmes, et l'évocation du camp d'Al-Hol. Alors, femmes fragiles, femmes féroces, je vais tout de suite faire une nuance. Ces femmes se croisent entre elles. Et très souvent, alors ce que j'appelle les femmes féroces, en réalité, sont des femmes qui étaient fragiles au départ. Quand je dis fragiles, ça n'est pas pour mépriser leur capacité à être justement les égales d'un homme dans cette radicalisation. C'est plutôt pour montrer, tout comme les hommes d'ailleurs, que l'immense majorité des personnes qui, à un moment, se radicalisent, le font parce qu'au départ, préexiste une vulnérabilité. Ces vulnérabilités,
elles sont souvent les mêmes que les hommes, elles sont très souvent aussi spécifiques à des problématiques très féminines. Par exemple, alors ça en l'occurrence c'est pas une chose à laquelle je m'attendais. Vous avez un certain nombre de femmes qui, en amont de leur radicalisation, ont été victimes de violences sexuelles. Moi, au départ, je pensais que c'était un peu anodin. En réalité, ça n'est pas l'immense majorité, mais c'est un nombre non négligeable. C'est-à-dire que dans à peu près tous les parcours de femmes radicalisées que j'ai vus, il y a eu une violence sexuelle à un moment. Il y a eu une violence tout court. Il y a eu très souvent une violence de nature sexuelle. Pourquoi est-ce que ça a son importance? C'est un chapitre que j'ai appelé, je l'ai bien sûr mis entre guillemets, la rédemption par la religion de la putain à la Vierge. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça comme ça? Parce que beaucoup de femmes sont passées par une vie qu'elles ont considérée à un moment, ou que la société a considérée à un moment comme étant une vie de débauche. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de femmes qui ont été victimes de viols. La société les a accusées d'avoir été fautives, d'être responsables de ce viol. Vous avez également des femmes, ça pareil, je ne le savais pas, et c'est justement cet éducateur Ali Goul qui me l'a appris, et on me l'a reconfirmé après. Vous avez un certain nombre de femmes qui, en amont de leur radicalisation, et même parfois qui se chevauchaient avec leur radicalisation, se prostituaient. Vous avez aussi un grand nombre de femmes qui ont simplement eu une vie sexuelle tout à fait lambda, entre guillemets, à qui on a dit « t'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de coucher avec qui tu veux ». Pourquoi est-ce que ça a eu son importance Pourquoi est-ce que ça a son importance dans la radicalisation? Parce que la femme va chercher une forme de rédemption de la part de la société qui lui enjoint, qui lui enjoint de redevenir vierge ou d'être mère. L'un des deux, peu importe. Mais de se retrouver un statut respectable en tant que femme. Ça, typiquement, mais je pense que je ne vous apprends rien, c'est quand même beaucoup moins le cas chez les hommes. Les femmes, en l'occurrence, souffrent énormément de ça, et vous avez énormément de femmes qui se sont radicalisées par souci de rédemption. Or, on ne cherche pas la rédemption qu'à travers la simple religion, on peut la chercher et la trouver, entre guillemets, à travers une vraie radicalité, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'extrémiser pour être sûr que vraiment la vie de débauche est finie. Vous avez un certain nombre d'exemples, hein. Je parlais de Souad Merah, de Hayat Boumediene. Vous avez un grand nombre de femmes radicalisées qui, avant, on a souvent vu cette expression dans les médias qui n'est pas complètement fausse, mais elle est passée du bikini au burkini. Elle est passée du bikini à la burqa. C'est pas complètement faux. Vous avez un certain nombre de femmes qui étaient dans cette dualité et qui elles-mêmes étaient dans un mal-être parce que, en fait, cette liberté me plaît, mais elle ne plaît pas à la société, ou en tout cas à l'environnement dans lequel j'évolue. J'ai cette culpabilité en moi qui est une culpabilité, je crois, très féminine. Je vais donc m'en débarrasser. Pour vous donner un exemple qui est probablement le plus extrême que j'ai vu, c'est Emily Koenig. Emily Koenig qui est devenue assez connue puisqu'elle a désormais elle a la réputation depuis quelques années d'être la femme djihadiste la plus recherchée au monde. Elle est plus recherchée, elle s'est livrée elle-même puisque désormais elle est revenante. Elle a été rapatriée il y a maintenant 2 ans, me semble-t-il. Emily Koenig était tellement radicalisée qu'elle en est venue au point de faire des recherches pour savoir si elle pouvait se faire exciser par quelqu'un en France. Parce qu'elle sentait qu'elle avait du désir sexuel dont elle ne voulait plus. Parce que pour elle, c'était un péché, etc. C'est très extrême, mais vous avez un certain nombre de femmes qui avaient cette fragilité-là avant de se radicaliser. En termes de fragilité, vous avez aussi bien sûr tout ce qui est social, vous avez bien sûr tout ce qui est sentiment de discrimination, j'en parlais juste avant. Vous avez cet esprit de revanche de « j'ai été marginalisée et désormais je veux être quelqu'un ». Et ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui a beaucoup été, et chez les hommes et chez les femmes, qui a été très bien compris par Daesh, justement, on va faire croire à ces personnes, c'est ce que je disais avant, qu'on va les inclure et leur donner un véritable rôle dans la société. Ça, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Daesh a dit aux hommes, tu seras un combattant. Il a dit aux femmes, tu seras la mère de la Oumma. C'est vraiment donner un rôle à des personnes qui ont considéré à un moment qu'elles n'en avaient aucun dans la société française. Je vais vous donner un exemple, c'est, me semble-t-il, la mère ou la grand-mère, parce que c'est une famille c'est une famille de djihadistes vraiment sur 3 générations, c'est la famille Klein. Donc la famille Klein, grande famille de djihadistes, et me semble-t-il que c'est la grand-mère qui, à un moment, avait dit, je ne sais plus si c'était à David Thompson ou à Hugo Micheron, je ne sais plus,
l'un des deux l'avait interrogée, alors c'est peut-être Micheron. Elle dit « Avant Daesh, je n'étais rien. J'étais rien, j'étais une loseuse devant sa télé qui regardait de la télé-réalité toute la journée. Le lendemain de mon adhésion à Daesh, je suis devenue une matriarche extrêmement respectée à la tête d'une tribu djihadiste. » Et cette phrase-là, elle a l'air absurde, mais il y a énormément de femmes, au même titre que d'hommes, qui avaient cette fragilité probablement au départ de se sentir au banc d'une société et à qui tout d'un coup on a proposé un meilleur système. Donc ça, en l'occurrence, je pense que c'est le plus grand point commun entre les hommes et les femmes. Et ce que j'ai appelé les femmes féroces, alors là, en l'occurrence, c'est les femmes qui torturent, c'est les femmes qui tuent, et c'est les femmes qui, même pour certaines, ça paraît inconcevable, c'est aussi des femmes qui ont violé. En l'occurrence, des jeunes garçons dans certains camps. Alors, pas selon le même schéma que ce qui se passe lorsque le viol est perpétré par un homme, ce qui est quand même beaucoup plus fréquent. Toujours avec cette idée qu'elles doivent assurer une descendance. Or, dans les camps, il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des femmes et des jeunes garçons. Voilà. Mais toujours, cette férocité, en général, provient quand même d'une fragilité au départ. Bien, merci beaucoup. Là, on pourra encore discuter très longuement. Est-ce que dans la salle, merci Louise. Merci à vous. Ou en ligne, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses Oui, madame. Alors, il faudrait le micro pour que celles et ceux qui sont en ligne puissent entendre. Ah, gentleman en plus. Bon, écoutez, c'est absolument passionnant. Merci. Moi, vous avez au début parlé justement de cette espèce de lien que vous vouliez faire, et ça m'a rappelé une conférence que j'ai écoutée il y a très très longtemps. Je travaillais à l'époque un peu dans le domaine du féminisme avec Françoise Gaspard, et il y avait eu une réunion où il y avait des femmes voilées qui voulaient parler de leur féminisme. Et j'avoue qu'à l'époque, ça m'a semblé tellement ahurissant que, voilà, j'ai abandonné. Est-ce que vous voulez de nous dire, là, avec des pensées à approfondir, je réagis simplement sur le fait que vous ayez dit, c'est vrai qu'il y avait des intégrismes partout. Il y a eu des intégrismes catholiques, il y a des intégrismes des protestants, de sectes protestantes. Dans toutes les religions. Ce qu'il y a, c'est que, je pense, l'islamisme a une loi, a une charia, et donc peut très bien se rapporter à cette charia dans tous les aspects de la politique et du public. Ce qui n'est pas le cas pour les autres religions, me semble-t-il. Il n'y a pas de préceptes aussi nets dans aucune autre religion. C'est un peu ce qui me semble être... Il y a des interprétations très rigoristes dans toutes les religions. Justement, je trouve que l'islam est l'inverse de net. Je trouve, c'est ce qui rend par ailleurs cette religion assez fascinante, mais c'est ce qui la rend aussi très malléable, parce qu'en réalité, corrigez-moi si je me trompe, en tout cas c'est mon opinion à moi, mais l'islam en réalité est une religion qui est très difficile à appréhender. C'est ça que l'islamologie est un vrai métier, et j'ai pas la prétention c'est pas le mien de métier, c'est aussi pour ça que je me suis entourée de quelques islamologues, parce que je tenais à parler de l'islam en amont de l'islamisme. L'islam, en réalité, la recherche sur l'islam, la recherche au sens scientifique du terme, n'en est presque qu'à ses débuts. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui ont été dites, qui ont été écrites, qui ont été produites sur le sujet. En réalité, je suis d'accord, il y a autant d'interprétations qu'il n'y a d'individus. Et donc, pour moi, l'islam n'est en fait pas du tout net. Au contraire, je ne vais pas dire que c'est flou, parce qu'il y a quand même un certain nombre de productions, mais pour le coup, il n'y a pas, j'irais jusqu'à dire qu'il n'y a pas qu'une charia, il n'y a pas qu'une loi. Donc pour le coup, notamment sur les femmes, en fait, on peut un peu en faire ce qu'on veut. Mais ça dépend des interprétations. Quand n'obéir qu'à la charia. Il y a charia et charia.
La charia qui est appliquée en Afghanistan n'a rien à voir avec la charia qui est appliquée dans d'autres pays. Donc, ce sont des interprétations. On a différentes écoles juridiques dans l'islam sunnite. On a différentes, et là-dessus, vous rajoutez l'islamisme. Donc, on a aussi des interprétations. La question du voile, c'est aussi, pour certains, où se situe la pudeur. Donc, la charia, c'est pas quelque chose de totalement rigide. C'est aussi des interprétations. Enfin, moi, je ne suis pas islamologue non plus, hein, mais voilà. Bonjour, je ne serai pas long, enfin, je ne me permettrai pas non plus d'être à votre niveau, sachant que vous avez fait plus d'études que moi. Ça ne veut rien dire. Je vais être très court, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai écouté attentivement votre intervention et il y a quelque chose qui me taraude depuis maintenant que vous avez parlé des frères musulmans. Si on prend la question de la démocratie à l'occidentale, on a eu plusieurs fois des tentatives, disons, démocratiques de la part des islamistes, notamment, même si controversées dans les années 90, avec le fils, donc sous Belhaj et Badani, puis en 2013 sous Mohamed Morsi, où dans les deux cas, il y a eu un arrêt du processus électoral, puis l'intervention de l'armée. Donc, un des reproches que peut, et c'est pas une question de normaliser, que peuvent dire les islamistes, c'est on utilise vos moyens, mais au final, vous réprimez alors que on utilise parfaitement, on est dans la légalité, on utilise les moyens démocratiques que vous utilisez. Donc, au final, est-ce qu'il n'y a pas un dialogue de sourds? C'est-à-dire le fait qu'en Occident, et c'est tout à fait normal de s'opposer à l'islamisme, mais est-ce qu'au final, ça ne crée pas, encore une fois, un dialogue de sourds? Je suis tout à fait d'accord, et surtout quand on prend l'exemple de l'Égypte, je pense que là a été la grande erreur de l'Égypte. Pour moi, ça a été justement de les interdire. C'est-à-dire que, parce que on l'entend de temps en temps là en France notamment, il faut interdire l'organisation des frères musulmans. J'espère pas qu'ils vont le faire parce qu'ils vont avoir un retour de bâton, je pense. Enfin, l'interdiction des frères musulmans, leur illégalité, c'est ce qui est au fondement de leur clandestinité et c'est donc au fondement de leur force. Donc, si on veut les affaiblir, si à un moment il y a une tentative d'affaiblissement, je dis pas laissons-les faire ce qu'ils veulent. Il y a des limites et de toute façon il y a un droit français qui à un moment protège un certain nombre de nos libertés. Mais ils font partie de la société. Est-ce qu'ils sont dangereux? Probablement. C'est pas les seuls par ailleurs. Est-ce qu'il faut les empêcher d'accéder à des moyens légaux alors même que, qu'est-ce qu'ils vont dire après? Bah oui, mais vous créez une rupture d'égalité et donc victimisation et donc islamophobie et donc, en fait, effectivement, à un moment, c'est un dialogue de sourds. Mais je trouve qu'on ne prend pas assez les exemples égyptiens, turcs, justement, etc., pour dire, mais en fait, plus vous les battez, plus l'esprit de revanche et la clandestinité et la force finalement de ces groupes n'en sera que plus forte. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais il faut le faire de façon intelligente. Et là, effectivement, ça fait quand même quelques années qu'on entend un certain nombre de choses de type interdiction du voile, interdiction de certaines organisations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas interdire certaines choses, mais il faut aussi raison garder. Et puis surtout, il y a, je parlais de Florence Bergeau-Blacker tout à l'heure. J'ai lu son livre qui m'a intéressée à certains égards, mais justement, ce que je reproche à son livre, c'est qu'elle ne... Alors Florence Bergeau-Blacker, qui donc a écrit un livre sur le frérisme, elle a eu la vertu de rendre visible un phénomène qui ne l'était pas assez selon moi. Elle a détecté un certain nombre de méthodes. Elle ne définit pas son sujet. Ce qui est dommage, parce que typiquement, on lit son livre, on ne sait pas ce qu'est le frérisme. Et c'est pour ça que je me suis un peu évertuée à définir un minimum mon sujet. C'est parce qu'à la fin, on ne sait plus qui est qui. On a des discours politiques à n'en plus finir sur ça, il faut interdire, ça, il ne faut pas interdire, ça, c'est laïque, ça, c'est pas laïque. Mais il y a un moment, il faut un peu travailler aussi le sujet en profondeur. Et effectivement, je pense qu'il faut raison garder. Et moi, je me permettrais de rajouter une chose. Le contexte algérien est quand même tout autre. Ça a quand même entraîné une décennie noire, 250 000 morts, le GIA, le GSPC. Donc là, on est encore dans un autre contexte. Donc, rapprocher ça de Morsi, c'est voilà, c'est un autre contexte. Alors oui, donc on a une question en ligne qui vous demande, pardon, selon vous et vos recherches, quels sont les critères qui permettent de caractériser que telle femme est passée du statut d'objet au statut de sujet?
Et en complément, est-ce que finalement vos recherches concernant ces femmes se limitent au cas français ou est-ce que vous avez envisagé de l'élargir à nos voisins européens et aux États du Maghreb? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Oui, j'y ai pensé, mais ça aurait fait un beaucoup plus gros livre. Et à un moment, il fallait que je m'arrête. Donc, effectivement, c'est un livre qui est plutôt sur la France. J'ai interrogé un certain nombre de nos voisins européens, aussi parce qu'on avait eu la discussion, ils ont parfois beaucoup plus produit que nous. Et pas seulement européens d'ailleurs, outre-Atlantique. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de production sur le sujet, et notamment intéressante et objective, qu'en France, ce qui est assez étrange, parce qu'en France, on a quand même été parmi les plus grosses victimes d'attentats, impliquant en plus pour certains des femmes. Et finalement, la question n'a pas tellement intéressé. En France, on est beaucoup en réaction. Ce qui est, voilà, ce qu'on disait, on a eu la discussion en amont de cette conférence. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup en réaction, ce qui n'est pas anormal quand on a un attentat qui se produit. Mais là, c'est vrai qu'on est sur un phénomène qui commence à devenir très ancien. Le djihadisme, pour ne parler que de lui, en France, il est là quand même depuis la fin des années 70. Donc, il y a un moment, ce serait quand même bien de ne plus être qu'en réaction et de faire un peu de l'analyse fine et rigoureuse de ce sujet, qui est quand même pas anodin et qui a quand même fait un certain nombre de morts. Que effectivement, nos voisins européens, je trouve, ont produit des choses extrêmement intéressantes, ont vécu la chose, ont vécu la chose, je vais pas dire de façon apaisée, parce que ça terrifie pas mal de gens, et ça n'est pas différent en France de l'Allemagne ou de l'Autriche ou des Pays-Bas, mais notamment dans la façon dont les revenantes sont traitées, on a une façon plus... on a une vraie discussion autour de la table, je trouve. Parce que les Français ont aussi une façon un peu... pas toujours les meilleurs pour discuter tous ensemble autour d'une table, je dirais. C'est ce qui fait notre charme, mais c'est pas toujours ce qui fait qu'on est les plus... qu'on réagit le mieux et finement à ce type d'événement. Donc, en l'occurrence, je me suis entretenue et j'ai lu un certain nombre de productions européennes, mais je ne me suis pas plus étendue que ça, ne serait-ce que parce que il y a un moment, il fallait que je délimite mon sujet et qu'en France, il y avait déjà pas mal de choses à faire. Mais effectivement, si ça vous intéresse, parce que j'ai plus le nom là-dessus, je peux retrouver après la conférence le nom d'une étude qui est sortie, me semble-t-il, l'année dernière, qui est une étude comparée entre la France, l'Allemagne et la Belgique et les Pays-Bas. Ça vous dit quelque chose? Qui est très intéressante, qui est par ailleurs très objective et qui compare justement la façon dont le djihadisme féminin a été appréhendé par les différents pays. Je n'ai plus le nom en tête, mais je le trouverai facilement et je le cite et je cite cette étude dans mon livre. Et la première question, j'ai oublié ce que c'était. Oui, alors donc je remets les questions si jamais vous avez, voilà, elles sont sur le projecteur. Est-ce que vos recherches vous permettent, enfin, selon vos recherches, quels sont les critères qui permettent de caractériser que telle femme est passée du statut d'objet au statut de sujet? Elle est intéressante, cette question. Elle est compliquée parce que effectivement, mon angle, c'est de dire que la femme est sujet. Je trouve que majoritairement, elle est sujet. Le fait est qu'elle peut être objet. Parce que quoi qu'on en dise, et ça fait partie des fragilités, et j'en parle un petit peu, j'aborde ce sujet un petit peu, vous avez quand même un certain nombre de femmes, et notamment de jeunes filles, pas forcément si jeunes, mais quand même un peu jeunes, qui pour certaines sont parties très très tôt. Donc on peut se poser la question du consentement éclairé d'une gamine de 15 ans qui part à Raqqa. Je pense que la question se pose de est-ce qu'elle est vraiment sujet de sa radicalisation, c'est quand même assez peu probable. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été naïves, manipulées, amoureuses? Bien sûr que oui, ça c'est sûr et certain. Donc effectivement, on peut poser la question de est-ce que la femme n'est que sujet? La réponse est non, elle peut être objet. Mais moi, mon angle, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus sujet que ce qu'on pense, et pour moi, elle l'est plus majoritairement que ce qu'on pense. Maintenant, effectivement, il ne faut pas oublier le fait qu'un certain nombre de femmes ont été prises au piège. Vous avez même des femmes, ça c'est arrivé à quelques occasions, c'est pas la majorité, mais c'est arrivé, vous avez des femmes qui se sont fait emmener de force à Raqqa par leur famille, leur époux,
oui, on va aller habiter en Turquie. En fait, ils partaient pas du tout pour la Turquie. C'était Gaziantep et puis Raqqa quelques heures après. Donc, oui, il y a des femmes qui sont tout à fait objets plus qu'elles ne sont sujets. Et pour moi, la différence est peut-être dans le choix. La différence pour moi est dans le choix. Et encore même ça, c'est une question compliquée. Parce qu'une gamine de 15 ans qui part pourrait dire, bah oui, j'ai choisi. Est-ce que c'était un libre choix? La question se pose. Ça, puis il peut y avoir la question de la rébellion vis-à-vis de la famille aussi. Tout à fait, ouais. Dans les années 60 ou 70, elle serait devenue communiste. 80, punk. Bah là, sur le marché, il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai un exemple là-dessus qui est assez violent, mais qui, je pense, n'est pas complètement isolé. C'était à Lille, justement, quand j'avais rencontré cet éducateur à Liboul, et lui me parlait de le nord de la France. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes radicalisées sur place, mais il y a aussi beaucoup d'extrême droite, et beaucoup plus qu'avant. Et il m'a raconté une anecdote que j'ai trouvée très, très marquante et à laquelle je pense on ne pense pas. On ne pense pas du tout à ce genre de situation. Il s'est retrouvé face à une gamine radicalisée qui avait démarré sa radicalisation par rébellion envers son père, qui était apparemment quelqu'un de particulièrement raciste et qui avait un gros souci avec les musulmans et les arabes. Je pense qu'il mettait à peu près tout ça dans le même sac. Et pour embêter son père, elle s'est mise à sortir avec un jeune Français d'origine maghrébine. Et son père lui a dit cette phrase, excusez-moi la familiarité, ce ne sont pas mes termes, il lui a dit cette phrase, elle sortait juste avec ce garçon, il lui a dit « Je préfère que ma fille soit pute que musulmane ». Et quelques semaines après, cette jeune fille, elle portait le voile. Et encore quelques semaines après, elle est partie. Donc, est-ce que c'est la majorité des cas? Peut-être pas, mais effectivement, la rébellion, c'est quelque chose de très important sur des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont très jeunes et qui donc sont très perméables à des idées anti-système, on va dire. Ouais. Bonjour. Merci pour l'exposé, très, très intéressant. Vous avez démarré votre exposé avec des précautions sémantiques pour expliquer l'islam, etc. En fait, vous avez même dit qu'en arabe, il n'y a pas l'islamisme, l'islam, il n'y a pas de différence, c'est juste le titre. Je me demande justement pourquoi on utilise toute une lexicographie qui résulte de la racine islam. Pourquoi ne pas utiliser tout simplement fascisme, d'autres intégrismes, d'autres termes qui sont des termes plus politiques, extrêmes, politiciens ou extrêmes, qu'ils soient d'inspiration islamique, chrétienne ou autre, ça n'a aucune importance. Extrémistes qui se servent de quelque chose. Les extrémistes allemands ou européens en général, chrétiens, ils ont un substrat, souvent religieux aussi, derrière. Quand au 19e, au 18e siècle, la littérature française foisonne du terme islamisme. Ça ne veut rien dire par rapport, ça n'a pas du tout le même sens par rapport à aujourd'hui. C'est plus comparable à christianisme. Islamisme, christianisme. Aujourd'hui, on crée des nuances et des catégories, des nuances entre spécialistes qui n'impactent pas dans le grand public. Un musulman, vous lui dites islamique, islamiste, tout ça c'est indifférent. Ils se sont insultés en permanence chaque fois que le mot islam est conjugué d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi ne pas utiliser des mots qui me paraissent plus justes, de fascisme, de politique fasciste, de politique extrémiste, intégriste, peu importe. Après les degrés, chacun choisit les degrés. Je me permets. Juste, fasciste, ça fait référence à une période de l'histoire et à un contexte, donc on ne peut pas utiliser... Je renvoie le balancer un peu plus loin, juste pour expliquer que on peut trouver des mots qui sont liés à une certaine politique extrémiste pratiquée par certains pour prendre le pouvoir, et non pas dériver à partir d'un mot, créer toute une lexicographie. Par exemple, l'islamophobie en France, c'est juste du racisme. Et quand quelqu'un est raciste vis-à-vis de moi,
Je ne sais pas s'il me regarde en tant que musulman ou en tant que barbu ou en tant qu'autre chose. Mais il est raciste, point barre. Donc, c'est ce qui me gêne un petit peu, mais c'est... Elle n'y est pour rien. Voilà, non, mais bien entendu, c'est pour ça que... Genre, je vous taquine. J'ai sous la main une experte qui a bien pris la précaution d'expliciter cette sémantique. L'importance de nuancer. Pourquoi ne pas l'importance de nuancer. Dans autre chose. Ah oui, ça vient pas. Mais alors, il y a plusieurs choses. À la fois, je suis d'accord avec vous parce que je pense qu'il y a une sorte de catégorisation des extrémismes, notamment religieux, qui n'est pas toujours très égalitaire. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on parle d'islamisme, pourquoi est-ce qu'on parle de christianisme et de judaïsme, alors même que dans les trois, il y en a qu'un qui est considéré comme radical et qui fait peur, alors même qu'on pourrait trouver des points communs entre toutes les radicalités religieuses. Donc là-dessus, effectivement, je suis d'accord avec vous. Pourquoi mettre de l'inégalité là où il ne devrait n'y avoir que de l'égalité entre les radicalités religieuses? Après, je pense que l'être humain, notamment de cette époque, a tendance à catégoriser et que pour, à un moment, s'intéresser à un sujet, et vous êtes plus chercheuse que moi, mais par ailleurs, en tant que juriste, j'ai tendance à avoir un peu une obsession de la définition de mon sujet. Et je pense aussi quand même que sur un phénomène particulier qui a notamment touché un pays comme la France, et qui, je pense, en plus, est un pays qui, encore aujourd'hui, ne comprend rien à ce sujet, pour les raisons que j'ai un peu données avant, mais qui en a très peur, qui l'a subi dans sa chair, et qui ne sait pas bien comment s'y prendre. Je pense que ça n'est pas complètement inutile non plus. Peut-être que c'est le mauvais mot, peut-être que ça devrait être autre chose, mais je pense qu'il faut aussi à un moment catégoriser, ne serait-ce qu'un petit peu, pour savoir de quoi on parle et pour pouvoir axer nos recherches de façon précise et rigoureuse. Alors, je ne dis pas que tout le monde le fait, je n'ai pas la prétention d'avoir fait un livre à la hauteur de ça non plus, j'espère, mais je pense qu'à un moment, on ne peut pas parler de tout comme si tout était la même chose. Parce que si on veut parler de n'importe quel fondamentalisme religieux, on va trouver des points communs. Il n'empêche qu'il y aura forcément des différences de contexte, d'environnement, de narrative, de méthode, entre eux, pas de gravité, pas de radicalité, mais en tout cas de méthode, de narratif, etc., entre eux, du radicalisme, de la radicalité chrétienne, musulmane ou juive. Donc je pense que à la fois, ça peut effectivement causer une rupture d'égalité entre tous les extrémismes. À la fois, je pense que c'est aussi un besoin pour mieux les étudier, comme il faut. Voilà. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venue. Merci à toutes celles et ceux qui sont en ligne aussi, d'avoir assisté à cette rencontre. Et encore merci. Merci pour l'invitation, je suis ravie. Et merci à tous de vous être déplacés et de vous être connectés.